Allô, allô, allô. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, c'est de mon atelier que je vous fais une vidéo parce que il y a des travaux à l'extérieur ici et c'est assez bruyant. Si je m'installe ailleurs dans la maison, vous risquez d'avoir un petit bruit de fond qui ne sera pas bien agréable. Donc, je reviens aujourd'hui vous faire une vidéo parce que je sors tout juste, depuis même pas 72 heures, d'une belle retraite de ressourcement qui a eu lieu avec deux autres facilitatrices et amies. Ève et Marie-Jo, dans un endroit vraiment extraordinaire, chez Marie-Jo, qui est un bel endroit avec un beau studio de yoga, une belle maison chaleureuse et accueillante où on s'est réunis, un groupe de femmes, le week-end dernier afin d'effectuer une belle retraite de ressourcement. L'espace était ouvert aux messieurs, mais bon, il n'y a pas de messieurs qui se sont inscrits, alors on s'est retrouvés une belle gang de filles, comme on peut dire. Bref, j'avais le goût de revenir te faire une vidéo parce qu'il y a toujours des choses super intéressantes qui ressortent de ces événements-là et puis, il y avait un topo en particulier que j'avais le goût de traiter avec toi aujourd'hui. Avant, par contre, de me lancer dans le vif du sujet, je fais quelques annonces rapides, une annonce rapide en fait. J'ai ouvert, pour le mois de juin, des espaces, de partage à la maison de satsang, de partage, soit individuel ou soit en groupe, chez moi. Et puis j'ai ouvert également un événement qui va avoir lieu sur 3 jours, finalement. Un événement que j'ai appelé «Immersion en présence». Bon, c'est le titre que j'ai donné parce que, finalement, hem, c'est ça. Il y a pas de raison. J'ai appelé ça comme ça, puis c'est tout. Donc, c'est 3 jours finalement où, on va vraiment, axer, je dirais pas la pratique, là, axer le temps qu'on va passer ensemble, oui, c'est plus ça, parce que j'aime pas tellement employer dans ce contexte-là, le terme pratique. On va axer le temps qu'on va passer ensemble, autour de la présence, mais la présence dans la simplicité de la vie quotidienne. Donc, plus j'avance, plus je m'aperçois que l'approche qui se développe ici, puis que je tente de transmettre de plus en plus dans les groupes autant qu'en individuel, c'est vraiment une approche intégrative. Pour moi, c'est vraiment important d'intégrer toutes les dimensions de ce que nous sommes, de la plus divine à la plus humaine. Voyez ça comme vous voulez. Mais bref, c'est un peu l'idée ici. Et puis la pratique finalement immersive, ou la forme d'immersion que je propose plutôt, oui, c'est vraiment un séjour à domicile, où le coucher et les repas, sont offerts, mais les repas, on s'entend qu'on va probablement pas mal toujours les faire ensemble parce que ça fait partie, oui, pardon, de cette intégration-là, faire descendre finalement, intégrer, actualiser nos potentialités autant, en conscience qu'en créativité, dans la simplicité et l'ordinaire de la vie quotidienne. Donc, les détails sont sur mon site web, puis peut-être que dans la notice qui accompagne la présente vidéo, je pourrais mettre également le lien pour que vous puissiez aller voir, l'agenda, l'agenda du mois de juin sur mon, site web et voir les modalités. L'immersion est offerte à un très petit groupe parce que j'ai pas une si grande maison que ça. J'ai un très, très, très beau setup, comme on dirait en bon québécois, sur le bord du fleuve. J'ai vraiment un lieu de ressourcement qui est extraordinaire, mais j'ai la possibilité de transformer 2 espaces en chambre. Donc, on parle entre 2 et 4 personnes, c'est-à-dire 2 couples ou 2 personnes ou bien un couple et une personne. Bon, vous voyez, vous comprenez un peu le principe. Donc voilà, les annonces sont faites. Donc maintenant, on va se lancer dans le vif, du sujet. Aujourd'hui, j'avais le goût de parler de quelque chose qui revient dans presque toutes les retraites, de ressourcement quand il y en a ou même dans les accompagnements et les rencontres en présence en vidéo. C'est vraiment un topo qui revient régulièrement et puis, dans le fond, j'ai pas de réponse très, très, j'ai pas de réponse, de solution ou en tout cas, bref, j'ai pas de recette miracle à offrir ici dans le présent vidéo. L'idée, c'est bien plus de vous faire comprendre d'où que ça vient tout ça. D'où ça vient, parce que des fois, de comprendre d'où vient une croyance ou d'où vient une façon de voir les choses peut nous aider à retourner à la source finalement et à laisser aller, à laisser tomber une croyance ou à voir la résistance plus clairement, puis à justement embrasser tout ça, puis
changer non seulement le regard, la perspective, mais aussi le ressenti. Donc, ce que j'avais le goût d'adresser aujourd'hui, c'est la fameuse question du corps. Et quand on a de la misère à dealer avec ça, un petit corps humain, hein? C'est difficile. C'est pas juste une question de dealer avec la réalité du corps, c'est aussi qu'est-ce que je fais de ça le corps? Une fois qu'il y a eu, la fameuse réalisation, le retournement, le basculement, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Lorsqu'il y a eu cette fameuse reconnaissance de la nature véritable de l'être, je vois vraiment, ben, c'est ça, ça revient régulièrement, dans toutes les interventions ou les rencontres, bref, ça revient toujours ça de la difficulté à intégrer la réalité corporelle. Et là, quand je parle du corps, je parle de la réalité, corporelle physique et tout ce qui vient avec, hein. Ça peut être, les ressentis, les sensations, ça peut être les émotions, ça peut être, les souffrances émotionnelles, ça peut être les tensions, les résistances, les maladies, en tout cas bref, hein, and so on. Fait que bref, beaucoup de difficultés parce que, bon, il y a plusieurs choses. Bon, la première qui est quand même assez, rapide et facile à voir, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se transmettent, autant dans les bouquins, dans les enseignements anciens, que dans les partages sur les réseaux sociaux, qu'ils soient en vidéo, qu'ils soient écrits autrement, heu, qui se transmettent encore, qui apportent de la confusion quant à la question du corps, hein. Le fameux «je ne suis pas ce corps»-là, bon, ben ça circule encore, puis c'est un peu de ça qu'on va parler parce que d'où ça vient cette idée-là, hein? D'où ça vient cette idée-là, puis on va essayer de justement enrober ça un peu pour que vous compreniez, historiquement parlant, d'où ça vient. Puis là, vous allez dire: «Ouais, mais qu'est-ce que ça me donne de savoir ça?» Attendez, restez avec moi puis vous allez comprendre. Bref, il y a beaucoup cette idée-là de «je ne suis pas ce corps»-là qui circule beaucoup et ça, ben, je veux dire, ça crée une certaine forme soit de résistance, d'opposition avec ce qui se vit, à ce niveau-là, au niveau de la couche corporelle ou ça peut même, ça je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos et dans de nombreux textes, ça peut créer de la dissociation. Bref, ça, j'irai pas là-dedans parce que je veux dire, je l'ai abordé, les gens l'abordent régulièrement, ça revient souvent sur le tapis. Bon, les enseignements non duels se positionnent d'une certaine façon par rapport à ça. Les enseignements pardon, de type yoga, tantrique, hindouiste, se positionne aussi là-dessus. Bref, il y a toutes sortes de façons de voir ça, puis tout dépendant de ce qui vous interpelle, vous parle et résonne pour vous, ben, dirigez-vous vers ce qui vous parle, oui, vous interpelle et résonne pour vous. Bon, c'est sûr que moi ici, le «je ne suis pas ce corps», ça, j'ai jamais, 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 jamais adhéré à ça. Je me suis toujours même levée et tenue debout contre ça. Ça m'a valu mon lot de problèmes sur les réseaux sociaux et de rentre dedans et de toutes sortes de choses dont j'ai pas le goût de parler non plus. Bref, en tout cas, bref, j'ai rencontré ce que j'avais rencontré, puis c'est bien correct, là, mais j'ai jamais changé ma position là-dessus, puis je la changerai pas. Parce que moi, ici, ça a parti du corps. Ça a vraiment parti du corps. Ça a été une révolte intérieure à ce niveau-là, je vous dirais. Une dimension de mon être qui a fait comme là, tu vas-tu finir par m'écouter un jour? Bref, on pourrait en parler longtemps, mais ça non plus, ça ne me tente pas de m'en aller là-dedans. Fait que moi, là, je ne suis pas ce corps, là, ce n'est vraiment pas un discours que vous allez entendre ici, que je vais propager et que je vais soutenir. Je ne vous dis pas qu'il est faux. Hein? Encore là, on revient à la base. Je ne vous dis pas que ce discours-là est faux. Sauf que je vous dis que de propager et expliquer les choses de cette façon-là, ce n'est pas quelque chose qui est contributif à l'heure actuelle à faire cheminer les gens en conscience. Au contraire, ça ne fait que créer de la confusion. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas vraiment une tenante de ce genre de discours-là. Bref, maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, bon, on associe, puis là, c'est un peu ce que je viens de faire moi aussi, là, on associe beaucoup ça à la non-dualité, là, cette histoire-là, là, je ne suis pas ce corps, ses pensées, ses émotions, bon, mais tout ce jargon-là, là. Mais ça vient pas que de, hein. C'est pas, faudrait pas, toujours taper sur le clou de la non-dualité. Moi, je l'ai beaucoup fait par le passé. Maintenant, j'ai levé la pédale, là-dessus. Il y a des très bonnes choses dans toutes les philosophies, toutes les spiritualités, toutes les religions. Encore faut-il faire preuve de discernement, aller plus à fond dans l'enseignement, puis pas juste en rester à la superficie. Et à ce que vous en entendez dans les réseaux sociaux. Là, vous allez me donner 2 secondes parce que j'avais fermé ma messagerie, parce que là, voyez-vous,
Ça a pas de bon sens. Je reçois des courriels, puis ça fait des ding-ding, puis c'est pas agréable. Voilà, c'est fait. Fait que dans le fond, moi, ce que je voulais dire, c'est que, cette façon de voir-là, elle est vraiment, très, très ancienne, très, très ancienne et je vous dirais que même du côté occidental, dans les anciennes traditions religieuses et philosophiques et spirituelles, du côté occidental, que ce soit le christianisme, en tout cas, bref, on pourrait en nommer d'autres, là, j'ai pas le goût de m'embarquer dans ça non plus, puis commencer à faire l'énumération des religions et des mouvements, à connotation spirituelle, qui ont propagé ce genre de discours-là, parce qu'ils l'ont pas mal tout fait. Il y a eu une période que je vous dirais qui a commencé, ben, est-ce que ça a commencé au Moyen Âge? Bon, je suis pas assez férue en histoire pour vous dire une date de début puis une date de fin. Ben, la fin est pas vraiment finie parce qu'on entend encore ces trucs-là se véhiculer. Mais bref, à partir d'une certaine période dans l'histoire de l'humanité, ben, autant les sages que les mystiques ont commencé à propager beaucoup de choses à l'effet que, le corps finalement, c'est une espèce de lieu de perdition, un lieu rempli de vices, de péchés, de trucs très noirs, très obscurs, ça, c'est plus du côté occidental. Il y a un côté très judéo-chrétien à ça aussi et puis, finalement, le corps, ben, c'est ça, c'était la source de nos souffrances, hein. C'était beaucoup dépeint comme ça, c'était quelque chose un peu aussi à combattre parce que c'était rempli de péchés, puis de noirceur, puis de toutes sortes de patentes, là. Fait qu'en tout cas, bref, c'était pas la façon dont on décrivait le corps était pas très, très sympathique, était pas très sympathique et invitante. Et puis du côté oriental, puis là je me réfère pas juste à l'Advaita Vedanta, la majorité des traditions philosophiques et spirituelles de l'Orient a vécu aussi une certaine période où, une fois la fameuse réalisation du soi atteinte, il y avait plus vraiment d'intérêt à rester sur le plan terrestre. Donc, c'est pas seulement le corps, mais également le monde. Le monde, tout le monde de la matière, le monde dense, là, dans la densité, le monde matériel, là, vraiment ce qu'on vit là, sur le plan incarné qui finalement ne posait plus vraiment d'intérêt pour les gens qui avaient atteint un certain niveau de compréhension, de réalisation ou d'illumination, appelez ça comme vous voulez. Donc, on voit que historiquement, ben, il y avait de ça. Puis il y avait de ça pourquoi? Parce que, on était à une époque où, la science n'était pas encore très, très développée, hein. On était beaucoup, dans toutes sortes de trucs plus ou moins ajustés. Au Moyen Âge, on pensait que se laver, ça générait des maladies, là. Je veux dire, ça vous donne une idée comment on était loin de d'où on est aujourd'hui. Bref, je veux dire, c'était pas très développé, donc la compréhension qu'on avait du corps était pas très développée non plus. En outre, je vous dirais que toute la dimension des sensations corporelles, des émotions et des maladies, ben, encore là, on n'était pas dans une compréhension, on n'était pas dans la même compréhension qu'on est aujourd'hui, hein. On n'était pas du tout dans ce genre de compréhension-là. Donc, c'est certain que les gens mouraient beaucoup plus tôt, de maladies qui aujourd'hui sont traitées avec, de la pénicilline en 14 jours. Bref, il y avait de ça, fait que les gens étaient dans un niveau de souffrance corporelle, et de douleur corporelle, oui, peut-être plus élevé, j'en sais rien, j'ai pas en tout cas, j'ai pas de souvenir ou de réminiscence de cette époque-là. Moi, je suis pas une personne qui a vécu des mémoires de vie antérieure, donc je peux pas parler de ce qui s'est passé dans le passé. Mais tout ceci pour dire que, finalement, on n'était pas à la même place qu'aujourd'hui. On n'avait pas le même niveau de compréhension, le même niveau de connaissance, le même niveau de développement et le même niveau de conscience qu'on a aujourd'hui. Donc, il pouvait être normal dans ce contexte-là, que le corps soit vu comme quelque chose qui finalement n'était pas très invitant et très intéressant dans l'expérience terrestre. Voilà. Et ça, voyez-vous, ça a continué de se propager, là, malgré après ça, bon, le siècle des Lumières, bon, la Renaissance, toute la belle effervescence qu'il y a eu, les révolutions, les guerres, l'arrivée de l'époque moderne. Tu sais, il y a quand même de ça, là, qui est comme en filigrane et qui demeure, dans la conscience collective et qui demeure dans les enseignements et les enseignements de type spirituel. OK? Donc, et je vous dirais que même dans des niveaux de réalisation spirituelle beaucoup plus récents et contemporains, qu'on parle simplement des sages de l'Orient de la première et la deuxième moitié du 20e siècle, là, les Maharshis, les Nisargadatta, toutes ces choses-là. Je veux dire, encore là,
il y avait toute une dimension, de compréhension au niveau, je vous dirais, du vécu émotionnel, de la notion, des traumas, de toutes ces choses-là qui étaient pas, au même niveau de compréhension que nous en sommes aujourd'hui. Et l'autre chose aussi, c'est que la majorité des enseignements à connotation dite spirituelle, ont longtemps été et demeurent même souvent aujourd'hui en contradiction et en opposition avec, un autre volet de l'expérience et de la connaissance humaine qu'on appelle la psychologie, hein. Fait que pour plusieurs personnes en spiritualité, la psychologie là, ça relève du personnage, puis ça a rien à voir en spiritualité. Quand tu es en quand pardon, quand tu es dans la dimension psychologique et thérapeutique, ben là, tu es dans l'histoire du personnage, fait que tu es pas dans la dimension spirituelle. Et ça, moi non plus, ça, c'est une autre affaire avec laquelle moi, j'ai pas vraiment d'affinité. J'ai pas vraiment d'envie à transmettre ce genre de discours-là. Parce que il y a rien qui est séparé. Hein, et l'histoire du personnage est intimement liée à l'histoire de l'âme, de l'esprit ou de la conscience, appelez ça comme vous voulez, là, ça n'a pas d'importance rendu ici, là. C'est blanc bonnet, bonnet blanc, ce truc-là. Fait que moi, là, le fait de complètement enlever tout l'apport de la psychologie moderne dans la compréhension du fonctionnement de la psyché et je vous dirais de la construction de l'identité, puis de toutes pas les déviances, mais les couleurs qu'il peut y avoir là-dedans, hein, qu'on tombe dans des questions de troubles de personnalité, qu'on tombe, en tout cas, bref, qu'on tombe dans tout ce qui est plus récent, là, des questions de neurodivergence, de maladies mentales. Bon, sans virer fou avec tout ça, parce que là, on peut se perdre longtemps dans ça, il y a quand même un paquet d'informations dans ça qui sont utiles et qui peuvent aider à comprendre la fameuse histoire du personnage, OK? Et plus on comprend l'histoire du personnage, plus on peut retourner à la source de cette histoire-là, et plus on se rapproche de la source de cette histoire-là, plus on prend de la distance par rapport à l'histoire du personnage. On ne peut pas travailler l'un sans travailler l'autre. Moi, ça, c'est un discours que j'achète pas, mais que j'achète pas du tout. Donc là, vous allez dire, ouais, mais là, tu parles plus pantoute du corps. Ben oui et non, parce que, voyez-vous, l'histoire du personnage, du fameux personnage, on va l'appeler comme ça, là, mais encore là, c'est un niveau de vision qui est très, très, très séparateur de parler de conscience puis du personnage. Il y a de la séparation là-dedans, déjà en partant. Vous créez de la séparation quand vous créez la conscience puis le personnage. En tout cas, bref, on s'en ira pas là-dessus parce que là, c'est vrai que je vais m'éloigner de mon topo. Mais bref, tout ceci pour dire que la question de l'histoire, oui, la question de l'histoire est rattachée à la mémoire. Hein, c'est vraiment, la question de l'histoire est rattachée à la mémoire et dans un processus de cheminement en conscience ou d'éveil spirituel ou d'émergence spirituelle, appelez ça comme vous voulez, la mémoire, c'est un élément central. C'est un élément central parce que c'est dans la mémoire que se trouvent les croyances, se trouvent les attachements, se trouve, tout ce qui finalement maintient de la séparation entre la réalité que nous sommes et la fameuse réalité du personnage. Bon, j'emploie ces termes-là, bien que j'aime pas les employer, mais si ça peut aider à certains à comprendre, tant mieux. Bref, tout ça tourne autour de la mémoire. Et la mémoire, ben, elle est emmagasinée dans votre cerveau et dans votre tronc cérébral, dans votre moelle épinière, incidemment dans tout votre système nerveux, dans toutes les ramifications que votre système nerveux a dans votre corps, donc dans vos organes, dans vos muscles, dans vos tissus, dans vos fascias et dans votre peau et dans vos cellules. Donc, il n'y a rien qui est séparé. Rien qui est séparé. Donc, tout ceci pour dire que la réalité corporelle, vous devez l'embrasser. Vous devez l'embrasser. Et vous devez la vivre à fond, Léon. Moi, c'est toujours ce que je dis. On vit à 200%, puis on ne se pose pas de questions. Puis justement, le problème, c'est quand on commence à s'en poser. Hein? Fait que, voilà, voilà. Et ça, ben, je voulais revenir là-dessus parce que ce que je vois aussi régulièrement avec toutes ces questions-là qui relèvent du corps, ben, pourquoi les questions qui relèvent du corps reviennent sur le tapis? Ben, bien souvent, c'est parce que les gens ont des souffrances corporelles. Là, je ne vous parle pas de souffrances émotionnelles, là. Je vous parle vraiment de douleurs physiques et de sensations désagréables et d'inconfort dans le corps, ok? De douleurs. Je ne vous parle même pas de maladie, là. Je vous parle juste de douleurs, d'inconfort et de sensations désagréables.
Et ça, c'est dans le corps, c'est pas dans notre tête que ça se passe, hein, c'est dans notre corps. Même une émotion, c'est dans votre corps que ça se passe. Quand vous êtes triste, vous pleurez, il y a une manifestation physique qui vient avec ça. Quand vous avez peur, votre corps se contracte, votre tension artérielle augmente, votre cœur se met à battre plus vite. C'est toutes des manifestations qui sont physiques. Donc tout ça, là, bon, ben ça continue à jouer, ça continue à rouler. Et comment j'interagis avec ça? Puis là, c'est là que la dichotomie vient entre je suis la peu conscience, mais je ne suis pas ce corps, mais oui, mais j'habite un corps, puis là, mon corps me fait éprouver toutes sortes de choses. Bon, euh, c'est beau, c'est juste beau, c'est juste beau. Vous êtes vivant, vous êtes en vie. Quand vous ressentez et vous avez des sensations, que vous vivez des émotions, même que vous avez des douleurs, c'est la preuve la plus notable et la plus palpable que vous êtes vivant. Donc, bon, maintenant, c'est la couleur qu'on met là-dessus. C'est la couleur. Parce qu'il y a certaines sensations ou émotions ou affectation ou affect dans notre corps qu'on aime. Hein? La joie, tout le monde aime ça. Avoir des popoum de cœur qui vient de tomber en amour, c'est le fun aussi. Bon, avoir un orgasme, bon, il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont hyper agréables puis qu'on veut vivre encore et encore. Hein? Ou avoir des expériences spirituelles transcendantes, des états d'union, de réalité absolue. Oh, wow, l'ivresse de l'amour et du cœur qui s'ouvre, avoir touché à la pureté de la conscience, à la grandeur de l'amour, c'est le fun. Oui, ça, on veut tous c'est toute le vivre. Mais on ne veut pas vivre la contrepartie, on ne veut pas vivre la souffrance, on ne veut pas vivre la résistance, on ne veut pas vivre bon, tous les autres enjeux. Mais pourquoi on ne veut pas les vivre? Parce qu'on a, au fil du temps, au fil de notre histoire, on a apposé des couleurs à ça, on a rattaché ça à des souvenirs, à des mémoires, et on a relié ça à des attachements ou des aversions. Et c'est ça qui crée la souffrance. Parce qu'on a créé une distance. Hein? On a mis une distance entre notre vécu et l'interprétation qu'on a de notre vécu. Donc, c'est l'interprétation qu'il faut couper avec le temps. Puis encore là, ça ne veut pas dire de se débarrasser de l'histoire. On ne change pas le narratif, on ne se débarrasse pas du narratif, pardon. On peut changer le narratif. En fait, le narratif change de lui-même, c'est souvent ça qui se passe avec le temps, là. Il n'y a pas personne qui contrôle ça, mais on s'en aperçoit au fur et à mesure du cheminement. Généralement, le narratif change parce que notre compréhension change, notre regard change, oui, pardon. Donc, le narratif change et dans le meilleur des cas, un jour, le narratif se tait et là, on retourne à la sensation pure, brute, sans mots, sans étiquette, sans couleur. Et là, on peut sortir du jeu de la polarisation qui viennent avec les sensations corporelles, les douleurs et toutes ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus. Ça veut seulement dire qu'on va naviguer autrement et qu'on va, je m'en allais prendre un anglicisme, là, qu'on va dealer ou qu'on va interagir, oui, c'est plus le terme qui convient, qu'on va interagir autrement avec ceux-ci. Donc, elle est là, la différence. Elle est là. Elle est simplement et seulement là. C'est dans le regard qu'on porte à ça. Et puis aussi, à partir du moment où il y a de l'espace intérieur qui se crée, ben c'est certain qu'il y a moins de contraction, il y a moins de résistance, donc il y a moins de répression aussi par rapport aux sensations. Il y a moins de volonté de mettre un couvert sur la marmite ou d'entrer en lutte et en résistance. Et une émotion ou une sensation qu'on accueille dans l'ouverture et qu'on laisse nous traverser dure beaucoup moins longtemps qu'une sensation ou une émotion avec laquelle on est en lutte et en résistance ou qu'on réprime ou qu'on refoule. Et ça c'est un gros game changer. Hein? Vraiment, ça change beaucoup l'expérience vécue en tant qu'humain quand tout ça chemine, progresse et s'actualise finalement. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais le goût de dire par rapport à la dimension corporelle. L'unité, c'est l'unité. Ça ne rejette, ça ne repousse rien, ça ne crée pas de division, ça ne crée pas de séparation par rapport à quoi que ce soit. C'est sûr qu'après, quand on redescend dans l'expérience relative et qu'on tente de mettre en mots quelque chose qui se vit intérieurement, quelque chose qui est souvent et justement difficile à intellectualiser et à vraiment expliquer clairement, bien là, on est obligé de recréer une certaine forme de séparation par l'usage des mots et du vocabulaire.
Et là, ben, avec le temps, on a mis ça dans des enseignements plus ou moins formels, tout dépendant des traditions. Et là, on véhicule ça d'une façon qui justement est récupérée par le mental, qui lui remet ça dans une petite case et le comprend d'une certaine façon. Mais tant que l'expérience n'est pas vécue et qu'elle n'est pas intégrée, mais vraiment intégrée, ben, on peut en parler sans vraiment savoir de quoi on parle et c'est là que ça crée de la confusion. C'est là que, en tout cas, surtout sur les réseaux sociaux, là, je le vois beaucoup de la part de gens qui partagent de façon un peu trop précoce, à mon avis. Mais ça, encore là, c'est mon avis et je la partage. Je force personne à être d'accord avec moi là-dessus. Mais bref, il y en a qui, selon moi, partagent de façon un peu trop précoce et ça emporte une certaine forme de confusion parce que dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont comme eu la révélation, ils ont eu la compréhension, c'est pas redescendu. Donc, leur façon de véhiculer tout ça, ben, c'est le vocabulaire ou le jargon utilisé par une certaine discipline, une certaine philosophie, une certaine religion, un certain courant, qui pour eux fait du sens, mais n'en fera pas nécessairement pour celui ou celle qui écoute et qui n'a pas ou soit vécu l'expérience, ou soit étudié ces disciplines, ces philosophies, ces religions-là, ou ces approches-là. Donc, tout ça, là, ça crée vraiment beaucoup de confusion et ça fait que régulièrement, ben, on arrive dans des accompagnements, on arrive dans des satsangs, on arrive dans des retraites et puis là, ben, on rencontre des gens qui sont très confus par rapport à tout ça et qui, qui, qui font. Et cette confusion-là, oui, elle fait en sorte que ça crée encore plus de tension et de résistance dans l'organisme et là vient avec ça ce que moi j'appelle la fatigue du chercheur. La fatigue du chercheur à un moment donné, là, il y a tellement de confusion mentale qui se crée par rapport à tout ce qui est vu, qui est lu, qui est visionné sur les réseaux sociaux, de bouquins qui sont achetés en librairie, qu'à un moment donné, là, le chercheur, là, il devient comme une girouette qui ne sait plus où donner de la tête. Et ça, là, c'est épuisant. Ça crée beaucoup de tensions intérieures. Et c'est assez fréquent de voir des chercheurs là, ils sont comme épuisés. Ils sont épuisés. Épuisés. C'est ça la réalité. Ils sont épuisés de chercher. Puis encore là, je parle de spiritualité, mais toutes les quêtes finissent par épuiser. Puis c'est, à quelque part, c'est un peu l'intérêt de la quête. À un moment donné, il faut qu'elle tombe. Mais bref, une quête, que ce soit une quête spirituelle ou que ce soit une quête de mieux-être, une quête de santé, une quête de développement personnel, d'amélioration de soi, tout ce qui veut comme aller vers du plus tout le temps, puis à un moment donné, ça, c'est très, très, très fatigant et c'est très épuisant. Donc, voilà, voilà. Il n'y a rien à changer. Tout est déjà parfait dans l'instant. Il suffit juste d'être en mesure de le voir. Puis quand on n'est pas capable de le voir, c'est OK aussi. C'est OK aussi. Il faut juste dire oui au fait qu'on n'est pas capable de le voir, qu'on n'est pas capable de le ressentir, qu'on n'est pas capable de. Et il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a aucun enjeu. Donc voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui et puis ben, de mon petit atelier et de cette journée magnifique qui m'appelle à aller marcher à l'extérieur. Ben, je vous dis un beau bye bye et à la prochaine.